Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc on va voir un nouveau chapitre. Donc on va parler de l'Ether Channel, donc le protocole Ether Channel. Alors, donc ça c'est le plan pour notre vidéo. Donc on va commencer par une introduction. Pourquoi Ether Channel? Après, on va voir les avantages de l'Ether Channel, donc les deux protocoles Ether Channel, le fonctionnement. On va voir la notion du load balancing. Après, on va passer aux bonnes pratiques. Alors, donc on va voir toujours notre exemple basé en couche, donc le modèle campus, accès, distribution et corps. Donc, vous avez la couche d'accès, vous avez la couche de distribution. Donc là, j'ai mis des liens à Omega. D'accord? C'est des liens Fast Ethernet. Maintenant, si je vous pose la question, donc qui est votre développeur, donc un développeur au niveau de l'entreprise qui développe des applications, par exemple. Alors, ce développeur, il va vous dire, donc il va vous demander il va demander à l'administrateur réseau, donc il va lui dire, voilà, j'ai développé une application, sauf que pour que ça tourne bien, donc il faut qu'il y ait au moins une liaison de 200 mégas, d'accord? Sachant que nous, on a des liaisons à combien? À 100 mégas. Alors, première solution, vous allez penser à faire quoi? Première solution, vous allez penser à acheter des ports fibres, d'accord? Que vous allez mettre au niveau des deux switches. Après, vous allez mettre une jarretière entre les deux switches. Et vous avez une liaison 1 giga. Donc ça, c'est bien. Sauf que c'est un investissement, ça coûte cher, d'accord? Donc vous avez les deux modules qu'il faut rajouter, encore c'est supporté, si c'est supporté, donc là c'est un 2960, là c'est un 3560. Donc dans le cas où vous avez des switches qui supportent les cartes, vous allez mettre les deux cartes au niveau des deux switches, et une jarretière fibre, d'accord? Donc ça c'est un investissement et ça coûte cher. Maintenant vous allez penser à une deuxième solution. La solution c'est quoi? C'est le protocole Ether Channel. Donc vous allez suivre le cours ICND2. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un protocole qui s'appelle Ether Channel et qui permet de faire cette liaison sans investir sur du hardware. D'accord? Alors, la technologie Ether Channel c'est quoi? Donc tout simplement, c'est une technique qui permet de faire une agrégation de liens. Donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre plusieurs liaison physique, par exemple deux liaisons entre deux switches. Et l'idée c'est quoi? C'est de faire une agrégation de ces deux liens à 100 plus 100 mégas pour avoir une liaison à 200 mégas. D'accord? Donc si on revient à notre slide, donc si on a besoin d'une bande passante plus importante, donc on va penser directement à l'Ether Channel. Donc première solution, hardware, ça coûte cher. Deuxième solution, on va investir sur nos compétences pour avoir une certaine bande passante. Donc c'est une technique qui permet de faire une agrégation de liens physiques et avoir un lien logique avec la bande passante souhaitée. Donc ça permet aussi de faire ce qu'on appelle l'équilibrage de charge ou bien le load balancing. Donc ça on va parler à la fin de la vidéo, d'accord? Donc on va voir cette notion du load balancing. Alors maintenant passons aux avantages de l'Ether Channel. Donc premier avantage qu'on vient de voir, c'est l'augmentation de la bande passante. Ça veut dire que si on prend, généralement c'est le cas, entre les switches de distribution, on a au minimum toujours deux liaisons. D'accord? Alors, maintenant, puisqu'on a vu le protocole Spanning Tree en détail, qu'est-ce qui va se passer si je vais rajouter une deuxième liaison? Donc, au final, j'aurai combien de bandes passantes entre les deux switches? J'aurai 100 mégas. Pourquoi? Parce que le comportement du protocole Spanning Tree, c'est quoi? C'est de bloquer un segment. On a deux liaisons, d'accord? Alors, automatiquement, le spanning tree va bloquer une des deux liaisons. Ça veut dire il va bloquer, par exemple, ce port. Et donc, du coup, on a combien de bandes passantes entre les deux? On a 100 mégas, d'accord? On peut vérifier au niveau de notre lab. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter une liaison. Donc, un câble croisé entre les deux switches. Je prends, par exemple, le port ou bien l'interface 24 avec l'interface 24. D'accord? Maintenant, on va essayer de vérifier.
juste le protocole spanning tree, comment il va se comporter, vous allez voir que au final, on a une seule liaison entre, enfin une seule liaison logique. Donc physiquement, on a les deux liaisons. Donc là, on a l'interface 24 avec l'interface 24. Je vais juste voir. Alors on peut le vérifier avec le protocole CDP. Show CDP neighbor. Donc avec le switch, le DSW2, donc on a l'interface 24 et la deuxième interface c'est quoi? Alors si je vais au niveau du deuxième switch, enable, donc si on fait un show CDP neighbor, alors donc on voit le DSW1 avec l'interface 5 et le 24, ça veut dire que c'est les deux interfaces qui sont utilisées entre les deux. Alors on revient à notre premier switch. Donc là, ici, on le voit bien. Alors là, par contre, on voit que l'interface, voilà, on voit les deux. Donc la Fast Ethernet 0.5 et la Fast Ethernet 0.24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les deux qui sont utilisés entre les deux switches de distribution. Donc si je vais faire un show spanning tree VLAN 1 par exemple, donc on voit bien l'interface 5 et l'interface 24 qui sont en forwarding, d'accord? Maintenant, si je vais au niveau du deuxième switch de distribution, le DSW2, et je vais taper la même commande chez Spanning Tree VLAN 1, donc là, on voit bien que l'interface 5, elle est dans quel état? Dans l'état blocking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données, c'est l'interface 5, ça veut dire que les données ne vont pas passer par ce lien, vont passer juste par ce lien. Donc au final, on a combien de bandes passantes? On a 100 mégas de bandes passantes entre les deux switches de distribution. Donc là, c'est pour vous dire que sans Ether Channel, on n'a pas 200 mégas entre les deux switches, d'accord? Pour le moment, on a juste 100 mégas. Et justement, le but, nous, ce qu'on veut faire, c'est de regrouper ou bien faire une agrégation de ces deux liens pour avoir une bande passante de 200 mégas, d'accord? Alors, donc, deuxième avantage, c'est la redondance. Redondance dans quel sens? Dans le sens où, une fois l'Ether Channel est configuré, on a les 200 mégas. Ce qui est bien, c'est que si on a un problème au niveau de ce lien, par exemple physique, donc le deuxième lien reste toujours actif et l'interface port channel qu'on va créer entre les deux reste toujours up, sauf que on n'aura plus les 200 mégas, mais plutôt 100 mégas. D'accord? Ça veut dire qu'il y a de la redondance, même s'il y a un problème au niveau d'une liaison physique. Alors, donc comme on l'a vu par rapport au protocole Spanning Tree, donc par défaut, il voit les deux liens physiques, mais une fois qu'on va configurer l'Ether Channel, donc ça on va le voir après dans la partie lab, donc la vidéo qui suit, vous allez voir que le Spanning Tree, il va plus voir les deux liens. Donc ici, le Spanning Tree, il voit les deux liens, donc il voit l'interface Fast 0.24 et l'interface Fast 0.5. Donc une fois qu'on configure l'Ether Channel, et si on fait un show Spanning Tree VLAN 1, vous allez voir que le Spanning Tree, il ne va plus voir les deux interfaces physiques, mais plutôt l'interface logique qu'on va créer, ou bien l'interface virtuelle qu'on va créer. Alors maintenant, on passe au fonctionnement de l'Ether Channel. Donc on a trois modes de configuration. D'accord? Donc il y a le mode on, en forçant l'agrégation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire de l'Ether Channel, mais sans protocole. D'accord? Ce qu'on appelle le mode on. Donc pas de protocole entre les deux. Ça veut dire qu'on va forcer manuellement l'Ether Channel. Alors, deuxième mode, ça s'appelle le PAGP. C'est le Port Aggregation Protocol. Donc c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco, avec les deux modes auto et desirable. Alors, un protocole qui est standard, donc là on va découvrir une autre norme, donc c'est le LACP, c'est un protocole qui est standard. Ça veut dire que je peux le configurer entre un switch Cisco et un switch non Cisco. Et c'est ça l'avantage des protocoles qui sont standards. Alors, LACP, ça veut dire quoi? Link Aggregation Control Protocol avec cette norme. Donc 802.3 AD. D'accord? Avec les deux modes passif et actif. Donc maintenant, on va essayer
de comprendre ces deux modes de configuration. Donc on va commencer par le PAGP. PAGP qui est propriétaire à Cisco. Donc il y a les deux modes. Le mode desirable et le mode auto. Alors, desirable, ça veut dire quoi? C'est un mode qui est actif, qui va tenter de mettre le lien en PAGP. Alors, le mode auto, il attend tout simplement. D'accord? Donc, si on prend les deux switches, donc on prend notre exemple avec les deux switches de distribution, les deux liens qu'on veut regrouper. Donc, si d'un côté, je configure le desirable et de l'autre, je configure le desirable, on aura notre lien PAGP sans problème. D'accord? Si je configure d'un côté desirable, donc desirable, ça donne PAGP. Si on configure d'un côté desirable, un mode qui est actif, d'accord, qui va tenter de mettre le lien en PAGP, et l'autre on le met en auto, on aura notre lien PAGP. D'accord? Par contre, si on met les deux, auto et auto de l'autre côté, donc on n'aura pas notre lien PAGP. Donc là, il faut s'assurer qu'il y ait au moins un côté qui est configuré avec le mode desirable. Alors, c'est exactement la même chose pour le protocole LACP. Alors, ce qui va remplacer le desirable, c'est active. Donc, l'équivalent du desirable pour LACP, c'est le mode actif. D'accord? Et l'équivalent du mode auto pour le PAGP, dans LACP, c'est le mode passif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si on veut faire du LACP, il faut au moins configurer un côté en quoi? En actif. D'accord? Ou bien on peut le configurer actif des deux côtés, donc on aura notre lien LACP. Par contre, si on configure passif des deux côtés, donc on n'aura pas notre lien LACP. Donc il faut s'assurer qu'au moins un côté est configuré avec le mode actif. Donc là, on vient de voir tous les modes de configuration qu'on peut implémenter au niveau de nos switches pour avoir un lien Ether Channel. Donc on peut faire du forcing avec le mode on, sans protocole. Le PAGP, donc d'un côté desirable, de l'autre côté ça peut être auto, ça peut être desirable. Pour des mesures de sécurité, le mieux c'est de configurer le desirable des deux côtés. C'est pareil pour LACP, donc le mieux c'est de configurer l'active des deux côtés. Donc il faut juste s'assurer qu'on a bien configuré notre Ether Channel, parce que si on fait une mauvaise configuration ou bien on se trompe, d'un côté on le met par exemple en PAGP, de l'autre côté on le met en ON, donc là on risque d'avoir de grands problèmes, hein. Par exemple des boucles pour le protocole Spanning Tree. Donc là il faut s'assurer qu'on a vraiment fait la bonne configuration Ether Channel. Alors maintenant on va passer à cette notion de load balancing. Donc là la question que vous allez vous poser sûrement, comment la charge est répartie entre les liens qu'on veut regrouper pour l'Ether Channel. Donc là cela dépend du niveau de fonctionnalité des switches. Donc sur les switches les plus basiques, d'accord, les 2960 par exemple, c'est l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination qui est utilisée. Sachant que certains équipements sont capables d'utiliser l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. On peut même utiliser le port source et le port de destination. D'accord? Donc si on prend l'exemple des adresses MAC, donc si le switch veut se baser sur l'adresse MAC source ou bien destination, si nous choisissons d'utiliser l'adresse MAC source, et c'est le cas d'ailleurs par défaut, donc sur les switches par défaut, l'Ether Channel il se base sur l'adresse MAC source pour faire du load balancing. Donc le switch enverra sur le même lien toutes les trames qui viennent avec la même adresse MAC, et inversement avec l'adresse MAC de destination. Pourquoi? Parce que quand on envoie des trames avec la même adresse MAC, donc si on revient juste à notre exemple, donc supposons qu'on a fait de l'Ether Channel entre les deux, donc le switch il reçoit une trame, d'accord, avec une adresse MAC. Donc toutes les trames qu'il reçoit avec la même adresse MAC, on va dire l'adresse MAC AA par exemple,
c'est une adresse MAC, on va dire que c'est l'adresse MAC de cette machine, on va dire que la machine elle est en train d'envoyer des données, d'accord? Donc je reçois des trames avec l'adresse MAC AA, qui est l'adresse MAC de ce PC, donc toutes les trames vont être envoyées à travers un des deux liens, par exemple il choisit d'envoyer à travers ce lien, d'accord? Donc toutes les trames vont être envoyées à partir de ce lien, et donc là, il n'y aura pas vraiment une répartition de charge entre les deux liens. On va supposer que ce PC est en train d'uploader ou bien télécharger de gros fichiers. Donc, toutes les trames vont passer par ce lien. D'accord? Donc, la charge, on va dire que dans ce cas, la charge ne sera pas parfaitement répartie sur les deux liens. Donc, l'idéal, si on veut vraiment faire un partage de charge, c'est d'aller un peu plus en détail en utilisant par exemple l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. Donc des problèmes même peuvent survenir si ces deux adresses MAC sont associées au même lien. Par exemple, on a carrément deux machines qui sont associées au même lien, à ce lien par exemple, et qui vont envoyer donc qui vont faire des transferts, de gros transferts de fichiers, donc et du coup donc tout le trafic qui va passer par ce lien, donc là on risque d'avoir une surcharge au niveau de ce lien. Donc c'est dans ces cas-là vraiment qu'il faut penser à changer le comportement du switch par rapport à l'Ether Channel pour faire une bonne répartition de charge entre les deux en se basant sur des informations plus que l'adresse MAC source et destination, peut-être l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. Alors maintenant, si on veut passer aux bonnes pratiques, alors là c'est très important. Donc avant de configurer l'Ether Channel, donc il y a des prérequis. Il faut s'assurer de beaucoup de choses avant de passer à la configuration Ether Channel. Donc si on veut regrouper deux ports qui sont en mode access, d'accord? Des ports qui sont en mode access, ça veut dire ils ne sont pas configurés en trunk. Donc il faut s'assurer que les deux ports appartiennent au même VLAN. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que si on veut regrouper deux liens, alors je vais juste prendre une nouvelle page. Donc si je prends deux switches par exemple, avec deux liens, et on veut configurer l'Ether Channel. Supposons que les deux ports ils ne sont pas configurés en trunk, ils sont configurés en access, d'accord? Ce port il appartient au VLAN 10 par exemple, le deuxième il appartient au VLAN 12. Est-ce que vous trouvez logique de regrouper ces deux ports? La réponse est non, c'est normal. Pourquoi? Parce que si on regroupe les deux, après au final, l'Ether Channel, est-ce qu'il va appartenir au VLAN 10 ou bien au VLAN 12? Donc là, il faut s'assurer que les deux appartiennent au même VLAN, d'accord? Donc s'ils sont dans le mode access, donc il faut s'assurer qu'ils appartiennent au même VLAN. Alors, deuxième chose qu'il faut vérifier, il faut que ce soit des ports de même bande passante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai un port ici, ou bien je prends le deuxième switch, si j'ai un port qui a une bande passante, mais une interface à 100 mégas, et là j'ai une interface à 10 mégas, donc là ça ne marche pas. Il faut vraiment que ça soit la même vitesse des deux ports, donc il faut que ça soit du 100 mégas pour pouvoir les regrouper. Donc ça c'est le deuxième prérequis. Donc ça on en a parlé, donc le même VLAN. Alors une chose aussi par rapport au trunk. Donc si les deux switches, alors je vais juste effacer tout ça. Maintenant on va supposer que les deux ports sont configurés en trunk. Donc pas de souci, on a un trunk ici, ça c'est bien. Donc il faut même vérifier, ça c'est pas suffisant pour les regrouper, il faut vérifier qu'on a vu la notion de load VLAN au niveau d'un port trunk. On va supposer que ça c'est un port trunk, par défaut il est load all. Ça veut dire quoi? Il va taguer tous les VLAN, quel que soit le VLAN il va le taguer. Et supposons que au niveau configuration de ce port, on a fait load VLAN juste pour le 5 et le 6 par exemple, juste pour les deux VLAN 5 et 6. Alors une fois qu'on les regroupe, ça va être un lien trunk, on est d'accord, on a regroupé deux liens trunk, donc le résultat c'est quoi? C'est un lien trunk. Après le switch il va se poser la question, est-ce que je vais taguer tous les VLAN parce que ce port il permet de taguer tous les VLAN, ou bien je vais taguer juste le VLAN 5 et 6 parce que ce port
il tag juste le 5 et le 6. Donc là, c'est important, il faut, même si le trunk est configuré au niveau des deux ports, il faut s'assurer que c'est les mêmes VLAN qui sont permis au niveau des deux ports. Donc là, c'est important. Donc même si c'est configuré en trunk, il faut vérifier si c'est les mêmes VLAN qui sont permis. D'accord? Alors, dernière chose, donc il n'est pas recommandé de regrouper des ports qui sont configurés en span. Le span, c'est quoi? C'est le switch port analyzer. Donc là, c'est des choses qui sont abordées plus dans les cours sécurité. Donc l'idée ici, on va expliquer quand même, l'idée ici c'est quoi un span? Généralement, c'est lorsque vous avez des sondes, par exemple, vous avez un routeur, après vous avez une sortie vers Internet, vous recevez du trafic, d'accord? Après, vous avez une sonde IDS par exemple. Alors, vous avez dans la sécurité, il y a les sondes EDS et EPS. EDS, c'est la détection d'intrusion et EPS, c'est la prévention d'intrusion. Alors, côté architecture, généralement, c'est comme ça. Après, vous avez un switch core, peut-être des switches d'accès, un LAN derrière, d'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je reçois du trafic de l'extérieur, donc je le laisse passer vers l'intérieur, pas de souci, mais je fais des copies de trame, d'accord? Vers ma sonde IDS pour analyser le trafic, donc pour voir s'il n'y a pas des intrusions, s'il n'y a pas des attaques, etc. D'accord? Donc si on met un switch ici, si on met un switch ici, juste avant la sonde IDS, donc là on va configurer ce qu'on appelle le span, le switch port analyzer. D'accord? Ou bien on peut mettre carrément un switch ici. Après on a un routeur, donc je reçois du trafic. Je laisse passer vers l'intérieur et je fais des copies de toutes les trames vers ma sonde EDS. Donc ce port-là, je dois le configurer en span. Donc ces deux ports-là. Donc là où je reçois du trafic et le port où j'envoie du trafic vers ma sonde IDS. Donc si on veut faire de l'Ether Channel, donc dans les best practices, donc c'est d'éviter un port qui est configuré en span. Donc voilà ce qu'on a vu pour cette vidéo. On a commencé par une introduction. On a vu pourquoi l'Ether Channel. Donc la réponse c'est tout simplement pour augmenter la bande passante, pour avoir une certaine bande passante au lieu d'investir sur du hardware et ça coûte cher. Donc on préfère investir sur des fonctionnalités qui existent déjà au niveau des iOS Cisco. Alors les avantages de l'Ether Channel, donc ça permet d'augmenter la bande passante, ça permet les avantages, ça permet de donner plus de redondance à notre réseau. Donc si on a un problème au niveau d'un lien, on a toujours un deuxième lien de secours. Donc ce qui va se passer ici, c'est que juste on aura moins de bande passante. Et c'est pour ça, donc c'est bien d'avoir une station ou bien un outil de management pour savoir qu'il y a un problème sur un lien, d'accord, et être proactif pour rétablir ce lien avant qu'il y ait un problème sur un deuxième lien, d'accord. Alors côté spanning tree, on a fait même une petite démonstration avec Packet Tracer. On a vu que par défaut, donc le spanning tree il voit que les interfaces physiques. Après donc dans la vidéo suivante, dans le lab qu'on va faire après, vous allez voir que le spanning tree va plus voir les interfaces physique, mais plutôt l'interface virtuelle qu'on va créer. Alors, fonctionnement de l'Ether Channel, donc on a vu qu'il y a trois modes. Donc le mode on sans protocole, ça veut dire qu'on va le forcer manuellement des deux côtés. Deuxième mode, c'est le protocole PHGP qui est propriétaire à Cisco, avec les deux modes de configuration, donc le mode desirable et le mode auto. Le protocole LACP qui est standard, avec la norme, on l'a vu, la norme 802.3AD, d'accord? Donc on découvre une nouvelle norme. Donc on a vu la norme 802.1Q pour le trunk, on a vu la norme 802.1D pour le spanning tree, on a vu la norme 802.1W pour le rapid spanning tree, et là on découvre une nouvelle norme, donc c'est la norme 802.3AD pour le protocole LACP. Alors, la notion du load balancing, donc on a vu que par défaut le switch il se base sur l'adresse MAC source pour faire du load balancing sur deux ou plusieurs liens. Alors ça c'est bien, ça permet, mais dans des cas où par exemple on a beaucoup de trafic qui est envoyé ou bien qui est téléchargé à partir d'une machine, donc là
si on a un outil de management, on va constater qu'il y a une consommation énorme de bande passante au niveau d'un lien par rapport aux autres, tout simplement parce que l'Ether Channel, il se base sur l'adresse MAC source. Donc, dans ces cas-là, c'est là où il faut penser à changer le comportement de l'Ether Channel en se basant sur, par exemple, l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. Alors, les bonnes pratiques, donc avant de configurer quoi que ce soit pour l'Ether Channel, il faut s'assurer que les deux ports appartiennent au même VLAN, s'ils sont dans le mode Access. S'ils sont dans le mode trunk, il faut vérifier qu'on a une configuration symétrique entre les deux. Ça veut dire qu'on a exactement la même configuration au niveau des deux ports, par rapport surtout à la notion load VLAN et le native VLAN. Par contre, là aussi, c'est important. Donc, je ne peux pas avoir le native VLAN ici 99 et le native VLAN au niveau de ce port 88. Là, ça ne marche pas. D'accord? Donc, il faut s'assurer, même pour le VLAN native, on a le même VLAN native au niveau des deux liens s'ils sont configurés en trunk. Alors, troisième et dernière chose, donc il faut vérifier la vitesse des deux ports. Donc, on ne peut pas regrouper un lien ou bien une interface à 100 mégas avec une interface à 10 mégas. D'accord? Après, on a fini juste par la notion du span, donc le switch port analyzer. Et ça, généralement, c'est les switches qui sont connectés avec le routeur qui va vers l'extérieur. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de span avant de configurer l'Ether Channel. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous cette partie Ether Channel. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Donc là, on va pratiquer pour cette vidéo. On va voir, on va faire un petit lab de configuration de l'Ether Channel et ça va être encore plus clair pour vous. À tout à l'heure.